Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ludivine Dumontet. Effectivement, comme ça a été dit dans la newsletter, professionnelle de la communication et spécialiste en shiatsu. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de astuces, on va dire, pour reconquérir ou conquérir simplement de la clientèle. Donc, le SPS m'a demandé de faire cette présentation dans le contexte post-Covid, ou un peu encore Covid dans lequel on peut être, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos collègues qui ont vu leur chiffre d'affaires fortement baisser, voire qui ont dû cesser leur activité à cause du contexte Covid. Et dans mon cas, ça a plutôt été le contraire. Ça a explosé mon développement et mon chiffre d'affaires. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous partager avec vous ce que j'ai mis en place sur ces 3 dernières années et qui m'a permis d'arriver au développement dans lequel je suis aujourd'hui. Alors, je vous montre ici l'évolution de mon chiffre d'affaires depuis 2019. Donc forcément, hein, c'était le début pour moi, donc je suis partie d'assez bas. Mais vous voyez déjà l'évolution que ça représente entre 2019 et 2022. Pour vous donner un ordre d'idée, mon chiffre d'affaires de 2019 équivaut à 1 mois de chiffre d'affaires de 2022. Donc, de 2019 à 2020, sachant que l'année 2020 était l'année de Covid dans laquelle il y a eu pour moi en tout cas 2 mois de fermeture complet, hein, les mois de confinement, de mémoire mars et novembre, j'ai quand même fait une augmentation de chiffre d'affaires de 277%. De 2020 à 2021, où on était encore dans le contexte du Covid, j'ai fait une augmentation de chiffre d'affaires de 150%. Et de 2020 à 2022, bon, forcément, après, tout ça augmente. Donc, l'augmentation est moindre, mais j'augmente mon chiffre d'affaires d'à peu près encore 10% cette année. Je vous ai mis ici la répartition des clients. Donc, pour le jargon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on parle de B2B pour la relation d'entreprise à entreprise et B2C, business to customer, dans la relation avec les particuliers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez que mon chiffre d'affaires est à 90%, voire plus, apporté par les relations, par le travail en binôme, donc en cabinet, en session individuelle. Ça a son importance puisque, pour en avoir échangé avec des collègues, beaucoup d'entre nous avaient des contrats avec, par exemple, des EHPAD ou d'autres organismes, des collectivités locales ou des entreprises. Et tout ça a été fortement réduit à cause du Covid, voire stoppé, et explique en partie la chute de chiffre d'affaires de ces collègues. Alors, comment je passe à la diapo suivante? Ça ne veut pas. OK. Alors, pour vous donner un petit aperçu de mon parcours, donc j'ai commencé à me former dans le shiatsu en 2008. Je suis spécialiste donc depuis 2019 à temps plein en entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise au niveau donc fiscal. Je suis titulaire d'un master universitaire et d'un master grande école en gestion d'entreprise à l'international et en management. Et donc, j'ai pu mettre à profit ces connaissances à travers une expérience en entreprise, en gestion de projet, puis après, plus tard, en formation conseil, donc précisément dans le marketing, la communication et le développement commercial des entreprises. Et puis, il y a 5 ans, je me suis formée j'ai voulu aller plus loin sur l'aspect communication marketing. Donc, j'ai fait une grosse formation en web marketing et en blogging. Donc, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai mis en place du coup. Et bien sûr, je continue la formation continue, la veille stratégique. Et j'ai développé un blog dont vous avez l'adresse ici, que je vous invite à aller voir à l'issue de la présentation, puisque tout ce dont je vais vous parler, les petites astuces mises en place, vous pourrez voir ce que ça donne en réel sur le blog. Alors, les facteurs de réussite donc, du développement de chiffre d'affaires que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est dû à la chance, un bon contexte.
Bon, la chance, oui, il y en a toujours un petit peu, mais ce n'est pas le plus gros facteur de réussite. C'est vraiment la métaphore que j'utilise souvent, c'est comme si vous jetez une bouteille à la mer, il y a le facteur chance qui va faire que oui, peut-être qu'à un moment donné, elle va toucher la terre ferme. Mais il y a beaucoup plus de chances, vu l'espace maritime autour de nous, qu'elle reste à flotter et qu'elle n'atteigne jamais les côtes. Donc, il y a plutôt dans les facteurs de réussite un projet à la base qui est structuré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anticipation et de planification dans ce que j'ai mis en place qui permettent de mesurer l'avancée avec, vous le voyez sur l'image, le petit drapeau au bout, hein, c'est un petit peu l'objectif, se fixer des objectifs et développer tout un tas d'actions et d'outils pour y arriver. Donc, quels sont ces outils et ces actions? Eh bien, des outils de communication qu'on va développer après qui sont performants, notamment numériques. Et ça, c'est aussi, je dirais, c'est 50-50, une relation clientèle de proximité. Donc, on va développer tout ça dans les diapos suivantes. Alors, on va parler de communication et de marketing. Ce n'est pas tout à fait la même chose et c'est important que vous compreniez la relation entre les deux. On va parler de stratégie de développement. Ensuite, dans la communication en elle-même, on va voir les différents supports, les différents outils qu'on a, donc les supports médias, les supports hors médias, et comment on les utilise chacun. On va parler après concrètement sur les outils numériques des sites web et des réseaux sociaux, de la même façon, comment est-ce qu'on les utilise. Ensuite, on va parler plus précisément de la relation avec nos clients, du parcours client, comment ça se passe un process d'achat ou de vente, donc captation et fidélisation de nos clients. Et ensuite, une partie un peu plus précise sur ce que j'ai appelé le SAV client, donc comment on garde nos clients sur le long terme. Donc, c'est important de distinguer le marketing et la communication. Le marketing, c'est l'ensemble des actions commerciales qui visent à développer une entreprise et sa relation client, puisque sans client, pas de client, pas d'activité. Le marketing, c'est une dimension très stratégique. Donc, je vous parlais tout à l'heure de planification et d'anticipation. Donc, on est en plein dedans. Donc, on peut dire quelque part que le marketing est précurseur de la communication, puisque la communication, c'est un des outils du marketing. La communication, et c'est là où ça va prendre toute son importance, vous allez voir pour la suite, la communication sert à faire passer un message, sert à créer du lien et un échange avec le public. Et donc, c'est un élément indispensable de la relation client, que ce soit une communication verbale, non verbale ou via des supports. Donc, je vous parlais tout à l'heure, dans les facteurs de réussite, la planification, l'anticipation. C'est important de développer, d'élaborer un business plan. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le business plan ici, ce n'est pas le sujet, mais pour que vous compreniez bien comment on développe un plan de communication, il faut d'abord l'avoir intégré à une stratégie de développement qui est plus globale. Donc, dans votre business plan, il y a tout un tas de choses, mais il y a 3 éléments clés qui vont nous servir pour ensuite développer une stratégie de communication et de marketing. C'est d'abord déterminer votre objectif de chiffre d'affaires, d'avoir une idée de combien vous voulez gagner sur une année, de vous dire, alors pas seulement en brut, mais qu'est-ce que vous voulez dégager comme chiffre d'affaires et de ce chiffre d'affaires brut, quel est le salaire net que vous voulez obtenir. Parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer votre prix et en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer le nombre de clients dont vous allez avoir besoin pour l'obtenir. Donc, le deuxième point, nos fameux clients, c'est important de déterminer à quel type de client on s'adresse. Si on s'adresse à des professionnels ou à des particuliers, on ne va pas avoir la même communication si on va démarcher la mairie de notre ville que si on va démarcher un particulier lambda. Le troisième point important pour notre communication future, c'est de bien avoir conscience de la zone de chalandise dans laquelle on est, c'est-à-dire la zone géographique et la zone dans laquelle on va vendre notre prestation de service. Pour exemple, moi, je suis dans une ville de 100 000 habitants. Je suis à Nancy. Je n'aurais pas eu la même stratégie de communication que si j'avais été dans un village avoisinant. Ce n'est pas du tout les mêmes choses que l'on va développer.
Donc, une fois qu'on a bien ça en tête, là, on va pouvoir élaborer un plan de communication et de marketing, enfin plutôt l'inverse, de marketing et de communication. Donc, on va pouvoir définir notre stratégie de communication, choisir les supports les plus pertinents et déterminer le plan d'action le plus adéquat. Alors précisément, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour communiquer avec nos clients? On a ce qu'on appelle des supports médias et des supports hors médias. C'est important de comprendre et de connaître, d'abord de les connaître, mais ensuite de comprendre à quoi ils servent et comment on les utilise. Parce que ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent et du temps sur des supports qui vont pour lesquels on n'aura aucun retour client possible. Donc, vous avez à gauche les supports médias. Alors, les supports médias, l'intérêt, c'est que la notoriété est assez rapide. Vous avez un documentaire sur le shiatsu qui circule à la télévision, par exemple, ce serait génial, exclusivement sur le shiatsu. Vous pouvez être sûr que dans la semaine, vous aurez quelques coups de fil. C'est ce qui m'est arrivé suite au reportage, je crois que c'était de Michel Simès sur quelqu'un qui avait utilisé le shiatsu. Bon, dans la semaine suivante, j'ai eu, alors ça n'a pas été non plus révolutionnaire, mais j'ai eu quelques coups de fil par rapport à ça. Et également, quand il y a eu le reportage de Human Impact, quand nous sommes intervenus sur les hôpitaux du Grand Est, j'ai aussi eu quelques coups de fil suite à ça. Donc, l'intérêt, c'est que la notoriété est rapide. Vous vous adressez par contre à un public de masse, donc il n'y a pas de ciblage. Si vous êtes plutôt à travailler avec telle ou telle catégorie de clients. Et la tarification, elle est élevée, même en local. Par exemple, un quart d'A4 dans l'Est républicain, ici, ça coûte 600 €. Bon, pourquoi pas, hein, mais quel est le retour ensuite? Bon, ça peut fonctionner comme pas. Dans mon cas, ça a bien fonctionné. Au tout début où j'ai créé l'activité, j'ai pu avoir un encart gratuit pour le coup parce que j'avais des connaissances et c'était pas l'Est républicain, mais c'était un magazine qui est inséré à l'Est républicain et ça m'a permis d'avoir 10 personnes dans le mois suivant. Donc, ça peut être intéressant, mais à garder en tête qu'il n'y a pas de ciblage clientèle et ça coûte très cher. Donc, on a la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma. Vous pouvez faire des encarts publicitaires dans le cinéma de votre ville, l'affichage routier, l'affichage dans les transports publics et les réseaux publicitaires sur Internet, qui coûtent aussi un petit peu d'argent, mais qui peuvent s'avérer efficaces. Ensuite, on a les supports hors médias. Donc là, l'avantage des supports hors médias, d'abord, c'est qu'ils sont beaucoup plus abordables au niveau des tarifs et ça permet une personnalisation, d'avoir un ciblage qui est beaucoup plus précis. Et ça permet une proximité relationnelle et géographique qui est importante avec nos clients. Alors, on a la carte de visite. La carte de visite, c'est important. Il y a beaucoup de gens encore qui font des cartes de visite ou des brochures et puis qui les laissent un petit peu n'importe où. La carte de visite, pour qu'elle soit efficace, elle doit être donnée de la main à la main et avec un petit pitch. Donc, ce qu'on appelle un petit pitch, c'est à peu près une minute 30 de présentation. Vous vous expliquez qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous travaillez, ce que vous avez entre guillemets à vendre, hein, donc ici votre prestation en shiatsu. Et là, ça va être beaucoup plus percutant que si vous la laissez dans le Biocoop du coin. Je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé cette année au mois d'août. J'ai été contactée par une dame qui avait d'ailleurs mon ancien numéro de téléphone et qui avait trouvé ma carte dans la Biocoop du coin, mais 3 ans plus tôt. 3 ans plus tôt, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un retour, mais c'est comme la bouteille à la mer. Votre carte, elle va être noyée parmi des centaines de millions d'autres cartes ou d'autres brochures dans tous ces magasins. Donc, c'est beaucoup plus pertinent de la donner de la main à la main. La mémorisation de qui vous êtes et de ce que vous êtes est beaucoup plus pertinente. On va avoir un petit peu le même effet avec les brochures et tous leurs dérivés, donc les flyers, les plaquettes commerciales, les catalogues. Tu recommences à quelle heure cet après-midi? Pardon? Ouais. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, je disais, tout ce qui est flyer, brochures et catalogues, ça va avoir le même effet.
Donc déjà, c'est très important quand vous éditez des brochures ou des flyers de les personnaliser, c'est-à-dire de mettre un petit à propos dedans qui permet de clairement vous identifier. Et c'est pareil, ça évitera que ça termine noyé parmi des montagnes d'autres documents de ce style. Ensuite, on a ce qu'on appelle les kakémonos, les roll-up, les totems, toutes ces grandes affiches que vous pouvez voir dans les salons, et puis que vous utilisez même peut-être vous-même. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la publicité sur le lieu de vente ou l'information sur le lieu de vente, PLV, ILV. Ça, c'est très percutant parce que quand vous arrivez sur un salon, c'est la première chose que les gens vont voir de vous. Donc, c'est important de soigner votre image et ce que vous allez mettre, ce que vous allez écrire sur ces fameuses PLV. L'intérêt aussi, c'est que c'est pareil, ça ne coûte pas très cher et ça a une mobilité très intéressante. Vous les éditez une fois, vous les amenez à un salon, vous les ramenez à un autre. Là, vous avez un rendement qui est intéressant et ça percute aussi pas mal. On a la même chose avec ce qu'on appelle les goodies, donc les objets publicitaires. Si vous éditez des stylos, par exemple, c'est un des goodies qui est le plus utilisé. C'est pareil, vous le donnez à vos clients quand ils vous signent votre chèque ou sur un salon. Après, ils le ressortent assez fréquemment ou ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une mobilité intéressante sur ces supports-là. On a la même chose sur l'habillage des véhicules. Quand vous avez des vitrophanies qui sont collés sur vos véhicules. Alors, ça implique d'avoir un véhicule dédié à votre activité, parce que sur le SUV familial, ça ne fait peut-être pas le même effet. Mais c'est intéressant, parce que là aussi, ça permet une mobilité intéressante dans votre zone de chalandise sur des personnes que vous n'auriez peut-être pas pensé pouvoir viser, mais qui vont vous voir circuler et ça va faire tilt et ça vous fait une pub aussi intéressante. Et enfin, donc, on a tout ce qui est ce support numérique, donc les sites web et les réseaux sociaux. Alors, diapo suivante. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les supports hors médias sont les supports les plus utilisés par les entreprises de petite ou de taille moyenne. L'avantage, c'est que l'impact est beaucoup plus mesurable et donc on peut ajuster plus facilement notre stratégie de communication derrière. Dans les supports que je viens vous de présenter, médias hors médias, on a deux catégories, donc ceux qui sont en ligne et ceux qui sont offline, donc les supports plutôt papier. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour nous après de faire, de développer? Eh bien, c'est toujours, on a les meilleurs retours sur investissement en développant les deux catégories, ce qui va être en ligne et ce qui va être support papier. Pourquoi? Parce que les coûts vont être mieux répartis. Et puis, l'impact est différent et se mesure différemment. Quand vous avez un blog ou un site web, il y a plein d'outils statistiques très intéressants qui travaillent tout seuls, qui font le job pour vous et qui vous disent, bon, ben voilà, là, dans ton blog, il y a tel article qui fonctionne très bien parce que tu as utilisé telle thématique, tel mot-clé à refaire. Bon, quand vous donnez une carte de visite ou un flyer, l'impact est beaucoup plus difficile à mesurer. Et évidemment, pour la même raison, le retour client est plus ou moins immédiat. Alors maintenant, je vais développer un peu plus ce qui est site web et réseaux sociaux, puisque ça fait partie des facteurs de réussite mesurables facilement. Alors, pourquoi il est indispensable aujourd'hui d'avoir un site web actif? J'insiste sur le mot actif ou un blog. Vous allez voir pourquoi. Alors, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est un média incontournable pour rechercher un professionnel. Un site web actif, il va être référencé. Et le référencement, c'est quoi? C'est le fait d'être référencé, ça veut dire qu'on est ami des algorithmes, alors que ce soit ceux de Google, de Lilo ou de Quant. C'est vrai que Google, aujourd'hui, je vais un peu plus en parler parce que c'est quand même le plus abouti. Et donc, votre notoriété, elle va être plus rapide. Deux chiffres intéressants. Google, aujourd'hui, concentre à lui tout seul plus de 70% des requêtes Internet. Donc, même si pour des raisons éthiques, on n'est pas pro Google, c'est quand même intéressant d'y être. Et il y a 9 clics sur 10 sur Google qui se font sur la première page. Donc, pourquoi c'est intéressant cette donnée-là? Ça veut dire que le référencement est très intéressant et très important. Et on va voir la différence entre être présent sur Internet et être visible sur Internet. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on peut avoir un site qui est bien fait, mais qui n'est pas du tout vu par les moteurs de recherche comme Google.
Donc, vous n'apparaîtrez jamais sur la première page, donc personne ne va vous voir. C'est encore une fois notre idée de bouteille à la mer. Et donc, pourquoi aussi c'est absolument indispensable d'être sur Internet? Parce que le bouche à oreille ne suffit pas. C'est toujours intéressant et c'est vital d'en avoir, évidemment, on va en reparler tout à l'heure. Mais encore une fois, là, il faut jouer sur les deux aspects, le fait d'avoir des outils numériques et bien sûr une relation client qui nous permet de faire fonctionner ce bouche à oreille. Alors, pourquoi un blog plus qu'un site vitrine? Parce qu'un site vitrine, en fait, c'est votre bouteille à la mer, c'est totalement inactif. Si vous avez un site qui est bien fait, mais que vous ne l'alimentez pas régulièrement, Google ne le voit pas. Les moteurs de recherche ne les voient pas. Donc, en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est joli, mais ce n'est pas du tout efficace. Alors qu'un blog, c'est vivant parce que précisément, vous l'alimentez. Et plus il va être ancien, votre blog, plus ça va plaire à Google parce que ça veut dire qu'il est pertinent. Donc, vous répondez à ces algorithmes et vous pouvez être bien placé dans les résultats de recherche. Alors, qu'est-ce qu'un bon blog? Un bon blog, c'est un blog qui est alimenté régulièrement avec de bons ingrédients. Donc, on va voir ce que c'est. Et donc, ces bons ingrédients, à quoi ils nous servent? Ils nous servent à favoriser le référencement. On a deux types de référencement. On a le référencement naturel, le SEO, donc qui est totalement gratuit, et le référencement payant, le SEA. Jacques en a un petit peu parlé hier. Donc, c'est sûr que d'alimenter un blog, si vous voulez le faire de manière gratuite, là, moi, ce que je vous présente, c'est toutes des choses que j'ai faites moi-même, donc de façon gratuite. J'ai fait appel à aucun prestataire extérieur. Donc, ça fonctionne, mais ça veut dire que ça prend du temps. Ça, Jacques en parlait hier. D'écrire des articles de blog, de bien les écrire, de bien les structurer, ça demande beaucoup de temps. Mais ça paye à la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez avoir un référencement naturel et d'être positionné sur la première page de Google, il faut écrire un article par semaine pendant 6 à 8 mois. Là, vous commencerez à apparaître sur les premières pages de Google. Même moi, je veux dire, je n'ai pas fait ça hein, parce que justement, il y a le cabinet à un moment donné qui prend de la place et il faut aussi être présent sur place. À l'inverse, si vous n'aimez pas ça ou vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez passer par le SEA, donc le référencement payant. Et bon, voilà, ça coûte beaucoup plus cher, mais les résultats sont aussi beaucoup plus rapides. Donc, si vous aimez écrire, que vous aimez partager votre expérience autour du shiatsu, vous allez donc écrire ces articles et ça va vous générer ce qu'on appelle donc du trafic sur votre blog. Et qui dit trafic, de nouveau aussi, va faire que vous allez être repéré par les moteurs de recherche et donc vous allez apparaître quand les personnes vont taper shiatsu, par exemple shiatsu Nancy sur Internet, vous allez apparaître dans les premiers résultats. Donc, la deuxième chose qui fait que votre blog est bon, donc on a vu lui donner les bons aliments pour le référencement. Et le deuxième point, c'est de développer ce qui va vous permettre de rester en contact avec vos clients. Donc, d'écrire des articles, c'est bien, ça permet au moteur de recherche de vous repérer, mais l'autre avantage, c'est que ça vous permet de les envoyer à vos clients. Donc, en période Covid, par exemple, pour moi, ça a été vraiment un facteur de développement très important. J'ai écrit pas mal d'articles et j'ai fait des vidéos tutoriels de Douyin, puisque j'ai une chaîne YouTube associée. Et là, ça m'a permis d'avoir beaucoup de gens qui sont venus en fait faire aussi des stages Zoom que j'ai pu faire et que j'ai pu récupérer après quand le confinement était terminé. Et c'est des gens qui aujourd'hui continuent de me suivre et qui reçoivent mes newsletters et qui parlent de moi et qui permettent ensuite de ramener des personnes en cabinet. Donc, le fait d'avoir une mailing list avec une newsletter, c'est impératif dans votre site web pour rester en contact sur la durée avec vos clients.
Alors, comment on a du trafic sur notre site pour être repéré par Google? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, votre site doit être bien alimenté. Alors, il y a 3 thèmes qui vont vous permettre d'avoir du trafic sur votre blog. Donc, la première chose, c'est d'avoir du contenu de qualité. Jacques le disait hier, on ne s'improvise pas rédacteur web. Bon, moi, j'aime bien ça, mais je me suis quand même formée à ça. Donc, avoir du contenu de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous écrivez doit être écrit d'une certaine manière. Donc, par exemple, déjà, le fait de publier quand vous faites un stage, quand vous êtes dans un salon, c'est bien, mais ça doit représenter que 10% du contenu de votre blog. Pour qu'un site fonctionne bien, qu'il soit repéré et de nouveau référencé, il doit contenir 90% d'articles intemporels. Si vous allez voir sur mon blog, le dernier article que j'ai posté, c'est sur les stages que je fais en ce moment. Et l'avant-dernier, c'est sur l'accompagnement que je fais sur les femmes après un cancer du sein. C'est un article qui vaut pour maintenant, qui valait il y a 3 ans et qui vaudra encore dans 5 ans. Du moment que c'est quelque chose qui est intemporel, Google aime bien, puis ça donne de la pertinence à votre blog, donc il va plus facilement vous référencer. Bon, voilà, ça, c'est des exemples d'un contenu de qualité. Il y a une façon de positionner les titres, il y a une façon de gérer ces mots-clés. Voilà, c'est passionnant. C'est pas très compliqué. Il faut juste aimer écrire et effectivement, peut-être faire une mini-formation derrière. C'est pas très onéreux et franchement, ça va vous ramener du monde. La deuxième chose, c'est d'avoir une structure pertinente et ergonomique. Donc là encore, il n'y a pas besoin de maîtriser le code HTML, il n'y a pas besoin d'être programmateur. Moi, je n'ai pas toutes ces compétences informatiques-là. Mais effectivement, de savoir comment on structure notre blog, notre site web permet de le rendre plus pertinent. Un exemple tout bête, mon URL, donc bien-être par le shiatsu et l'Odoin. Alors, ça peut sembler long comme titre, ça répond à une stratégie derrière. Et quand vous avez dans votre site, dans le nom de votre site, vos mots-clés, en l'occurrence pour moi, bien-être, shiatsu et Douyin, c'est pareil. Google aime bien ça. Donc, ça va également augmenter votre pertinence pour le référencement. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses aussi à mettre dans votre structure, mettre une zone de contact que les gens puissent vous appeler facilement, de mettre une zone de recherche dans votre blog, recherche de mots-clés, de mettre une Google Map, permettre la géolocalisation. Ça, c'est pareil, ça va faire que vous allez être beaucoup plus visible et non pas seulement présent sur la toile. Voilà, et puis beaucoup d'autres choses sur la structure et l'ergonomie de votre site. On pourra en parler, mais ce n'est pas un cours sur le trafic sur Internet de façon technique. Mais voilà, ça vous donne une idée déjà de comment structurer votre blog pour qu'il soit pertinent et je vous invite du coup à aller voir l'exemple du mien plus tard. Et troisième point et non négligeable, c'est l'interaction avec votre communauté. Plus vous allez interagir via votre site avec votre communauté, plus vous allez être repéré par les algorithmes de Google. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre blog, c'est intéressant d'intégrer une partie dédiée aux commentaires ou dédiée aux avis, de façon à ce qu'il y ait cet échange direct avec vos lecteurs et clients. C'est intéressant aussi de toujours mettre à la fin d'un article ce qu'on appelle l'appel à l'action, en anglais call to action. Ça permet de terminer votre lien avec le lecteur ou le client, s'il est déjà client. C'est-à-dire que vous terminez un article en disant quelque chose du genre cet article vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, à le commenter, etc., etc. Ça va, ce fait de donner une impulsion d'action vers le client va faire qu'il va interagir et lui-même va devenir un outil de communication pour vous.
Alors, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, on dit il faut être présent sur les réseaux sociaux. Oui, il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais de la bonne façon. Déjà, c'est important de se dire que c'est l'environnement direct de votre site et non l'inverse. Je crois que Jacques, d'ailleurs, le disait aussi hier par rapport à Facebook. C'est-à-dire que les réseaux sociaux complètent votre site, mais ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Instagram ou Facebook, même si vous avez une page pro, qui vont miraculeusement vous faire référencer et vous faire connaître. C'est très intéressant et c'est très important. Mais à moins que vous ne deveniez youtubeur ou instagrammeur professionnel, et ça existe et c'est une réalité, mais ça veut dire que ce sont des gens qui, eux, vivent des réseaux sociaux. Nous, on reste quand même praticiens en shiatsu, donc l'objectif, c'est d'avoir des gens en cabinet et non pas sur la toile. Donc, c'est important de se dire, OK, ça va soutenir mon site, mais ce n'est pas ça qui va faire que quand on va taper sur Google, shiatsu ou soins autour du shiatsu, on va tomber sur nous. Donc, il y a par contre des réseaux sociaux intéressants à utiliser qui vont effectivement venir soutenir notre site. Donc, il y a LinkedIn, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'utilisent. L'intérêt, c'est que vous pouvez développer toute votre expérience professionnelle façon CV. Vous pouvez écrire des articles. Et vous pouvez aussi adhérer à des groupes. Donc ça, effectivement, ça peut être utile et ça peut vous amener du monde par la suite. Il y a, comme on vient de le dire, Facebook et Instagram qui ont une partie professionnelle. Mais vous êtes aussi limité. Vous ne pouvez pas non plus dire et faire ce que vous voulez dans les catégories auxquelles vous appartenez. Donc, nous, étant entre le bien-être et la santé, donc dans l'accompagnement à la santé, c'est parfois compliqué d'avoir la bonne catégorie pour avoir un bon positionnement. Cela dit, Instagram et Facebook, c'est de la communication rapide, percutante. Si vous avez déjà une bonne communauté sur ces réseaux-là, ça peut être tout à fait un soutien, notamment pour les actions ponctuelles. Quand vous faites un salon, quand vous avez des cartes cadeaux, là surtout que c'est la période, vous n'allez pas écrire un article sur votre blog pour dire que vous faites des cartes cadeaux. Donc là, par contre, une petite info flash sur votre Instagram, ça sert d'ailleurs à ça, ou une petite vidéo rapide, ou sur Facebook, ça peut avoir sa pertinence et vous ramener du monde. Twitter aussi et tous les dérivés, TikTok, Snapchat, que je ne les ai pas notés, c'est pertinent, mais ce n'est pas les réseaux sociaux les plus pertinents pour ensuite développer une clientèle. YouTube, par contre, va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent visionner que lire. C'est un peu dramatique, mais c'est une réalité qui peut être intéressante aussi. Mais avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, pendant les périodes de confinement, le fait d'avoir proposé des vidéos sur YouTube, des vidéos tutos, a augmenté les inscriptions sur ma newsletter et c'est des gens après que j'ai pu voir en cabinet. Donc, on a aussi ici, là, vous avez les acronymes du référencement pour les réseaux sociaux et pour YouTube. Donc, Social Media Optimisation pour le premier et Vidéo Search Engine Optimisation pour YouTube notamment. Donc, ces deux formes de référencement commencent à prendre de l'ampleur, mais aujourd'hui, ce qui reste quand même majoritaire pour le référencement, c'est le référencement des sites Internet. Un dernier point sur les sites web et les réseaux sociaux, c'est la partie analyse statistique. Tout à l'heure, quand on a parlé des supports médias et hors médias, je vous parlais de retour sur investissement. Là, l'avantage avec les réseaux sociaux, et surtout les sites web, vous avez des super logiciels qui font le travail à votre place. Alors, c'est sûr que ça demande du temps d'aller vérifier les statistiques, mais ça, c'est très, très important, ça vous en fait gagner. Ça permet d'éviter des erreurs de stratégie ou de voir justement qu'est-ce qui fonctionne mieux que d'autres choses. Donc, on en a plein d'outils statistiques. Moi, j'utilise Google Analytics
L'intérêt de Google Analytics, c'est que ça va vous permettre de voir la vie de votre site et le comportement de l'environnement, c'est-à-dire les gens qui viennent sur votre site, comment ils sont, comment ils se comportent. Donc, ça vous permet de voir l'origine du trafic. Ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de voir, par exemple, si les gens atterrissent sur votre site après ce qu'on appelle des recherches organiques, donc avoir tapé de façon tout à fait spontanée des mots-clés sur Google, et puis votre site apparaît, ils vont dessus. Ou si vous avez fait un lien sur Facebook ou sur une newsletter, tout ça, ça permet d'être analysé. Donc, ça vous permet de développer aussi vos axes de communication vers telle ou telle direction. Ça permet également d'analyser le comportement des visiteurs, donc quel âge ils ont, dans quelle zone ils se situent, est-ce qu'ils viennent plutôt le matin, est-ce qu'ils viennent plutôt le soir sur votre site et quel type d'articles les intéresse. Hein, donc, quels mots-clés reviennent de façon récurrente quand les gens atterrissent sur votre site. Donc là, c'est pareil, ça vous permet aussi d'ajuster le contenu de vos articles pour être donc toujours mieux référencé. Alors, point important, si le web, ce n'est pas votre tasse de thé, comme je vous disais, moi j'ai fait tout ça moi-même parce que j'aime beaucoup ça, mais même si ça demande du coup de débourser un petit peu d'argent, moi je vous recommande fortement de faire appel à des professionnels du marketing, du web marketing. On ne s'improvise pas. Gestionnaire de réseau social ou effectivement rédacteur web. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai beaucoup de collègues, des gens par exemple avec qui je travaille au sein de mon cabinet, ils ne sont pas du tout en shiatsu, ils sont sur d'autres domaines, mais qui perdent beaucoup de temps à écrire des choses qui ne sont pas visibles. Je vous parlais tout à l'heure de la différence entre présence et visibilité. Donc, pour un gain de temps, d'argent et d'orientation stratégique, n'hésitez pas, même si c'est sur un temps court, à faire appel à des professionnels. Vous allez voir, ça va changer du tout au tout votre présence et votre visibilité sur Internet. Alors, maintenant qu'on a vu les différents supports de communication et comment on les utilise, on va parler de la relation avec nos clients. Donc, il y a deux choses à voir dans la relation client. Il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle la captation de clients et la fidélisation. Donc, nous, tout nous intéresse parce qu'on a besoin de clients et on a besoin de garder ceux que l'on a. Donc, pour vraiment comprendre et que vous ayez bien en tête comment ça se passe, on va parler du parcours client. Le parcours client, ça veut dire qu'on suit nos clients du début à la fin. Alors, début, c'est quoi? C'est la phase de découverte et la fin, c'est la période après l'achat. Donc, là, c'est des termes que vous avez qui sont utilisés dans le commerce, hein, mais je veux dire, pour nous, c'est pareil. C'est ce que nous faisons, c'est une activité économique, c'est un métier. Donc, forcément, on parle d'achat, de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, les trois premières phases concernent la captation de clients. Et c'est là où il ne faut pas se louper, parce que si on loupe une des phases, après, on ne risque pas de fidéliser nos clients. Donc, dans la phase de captation, comme je vous disais, on a la phase de découverte, donc où là, on va avoir des leads ou des contacts. Alors, il y a beaucoup de termes qui sont employés à l'anglais, donc je m'efforce de vous les traduire pour ceux qui n'ont pas du tout d'affinité avec l'anglais. Si après, vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a ce qu'on appelle les leads, donc les contacts. Je vous donne l'exemple, une présence sur un salon donc, que j'ai fait dernièrement, le forum des associations de ma ville, donc où j'avais un stand. Donc, il y a des personnes qui passent, donc c'est super, c'est intéressant. Là, ils sont au stade de contact. Ça veut dire qu'ils ont repéré votre fameux totem, vos cartes, vos planches, et ça les intéresse. Ils viennent voir ce qui se passe sur votre stand. Donc, à ce stade-là, où ils passent, ils prennent votre brochure et ils s'en vont, ou ils sont intéressés, et là, ils commencent à discuter avec vous. Donc, on passe de contact à prospect. Un prospect, ça veut dire que c'est potentiellement quelqu'un qui va devenir un client. Dans cette phase-là, si on arrive déjà à cette phase-là, ça veut dire que vous avez créé la confiance avec la personne qui est en face de vous. Et ça, déjà, c'est un grand pas. Confiance, intérêt
Et ça veut dire pourquoi il y a de l'intérêt, parce que vous avez utilisé les bons arguments pour capter l'attention de la personne qui est en face de vous. Donc, quand on est là, c'est important d'avoir le bon argumentaire de vente, ce qu'on va voir juste après. Et donc, bingo, vous avez créé cette relation de confiance, vous vendez correctement. Ce n'est pas un gros mot de dire qu'on vend une prestation, je veux dire, c'est notre travail aussi. Et ça déclenche le processus d'achat. Donc, dans mon cas, à ce fameux forum des associations, il y a une personne donc, qui s'est transformée de contact en prospect puis en client. C'est-à-dire qu'elle a été convaincue de ce que je lui disais. Donc, non seulement elle est venue adhérer à mes cours de Douyin, et en plus, elle m'a pris une séance de shiatsu. Et aujourd'hui, cette personne, elle est revenue. Donc, il y a eu un déclenchement d'action de fidélisation. Pourquoi elle est revenue? Parce qu'un client, c'est quelqu'un qui est satisfait de votre prestation. Et c'est un client, il y a deux possibilités, c'est qu'il peut revenir, donc ça c'est super, et il peut parler de vous à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il fait ça? Il devient ce qu'on appelle l'ambassadeur. Ça veut dire que lui-même devient un outil de communication et lui-même devient un argumentaire de vente. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui parle de vous à ses amis, parce que la relation de confiance entre les amis et la personne est déjà établie, donc ils vont venir vous voir sans problème. Donc ça fait partie du process de fidélisation dont j'ai mis entre parenthèses le service après-vente, parce que c'est bien beau qu'ils reviennent, mais il faut qu'ils reviennent dans le temps. Donc, on va voir quelques outils. Bien sûr, il y en a plein. Tout ce que je vous dis n'est pas exhaustif, mais c'est ce que j'ai mis en place et qui fonctionne et qui peut vous servir. Donc, après ça, oui, ça c'est quelque chose d'important aussi. Ça va nous permettre d'analyser ce qu'on appelle le taux de transformation, donc de voir le rapport entre le nombre de contacts que vous avez eu au départ dans une situation donnée et la transformation en client de ces mêmes contacts. Pourquoi c'est important de l'avoir en tête, ce taux de transformation? Parce qu'encore une fois, ça va vous éviter de dépenser beaucoup d'énergie dans telle ou telle action, tel ou tel événement ou tel outil de communication s'il n'y a rien qui se passe derrière. Donc, il y a deux façons de s'adresser à nos clients. Il y a soit c'est moi qui vais vers eux, ce qu'on appelle donc la méthode push, je balance une information, ou l'outbound marketing, d'accord? Donc, c'est le marketing sortant. Donc, tout ça, c'est de moi vers le client. C'est ce qu'on avait tout à l'heure beaucoup avec les outils médias, les supports médias, la télévision, on ne vous demande pas votre avis, vous avez une info qui arrive, bon, c'est bien, ça vous parle ou pas, mais ça peut être vu comme très intrusif, parce que précisément, vous n'avez rien demandé à personne. Ou, et ça, c'est ce que moi j'utilise le plus, c'est moi qui mets à disposition l'information auprès de mes clients, et c'est eux qui ensuite viennent me voir, donc sur un stand ou via les outils web. Donc là, on parle de méthode pull, ça veut dire tirer, donc on amène le client à nous, c'est un marketing entrant, d'accord? Donc c'est le client qui vient à vous. Donc ça, c'est important d'avoir ce distinguo aussi pour vous dans ce que vous mettez en place et de voir ce qui fonctionne le mieux. Alors, l'argumentaire de vente dont je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui va faire que vous allez transformer donc, des contacts en clients? C'est de viser la bonne cible. Ça, c'est très, très important de savoir à qui vous vous adressez. Ensuite, votre argumentaire de vente, il a un début et une fin. Il est encadré. On dit bonjour, on dit au revoir, mais on incite les gens à ne pas perdre le contact, d'accord? Les personnes avec qui, sur le forum des associations dont je venais de vous parler, les personnes avec qui il n'y a pas eu ensuite de déclenchement d'achat, c'est des personnes à qui systématiquement j'ai remis ma carte de visite, à qui systématiquement j'ai remis la brochure concernant les cours de Douyin. Et sur ma carte de visite, j'ai un QR code. Ça aussi, je vous invite à vraiment intégrer les QR codes dans vos supports de com papier. Et je leur ai dit, voilà, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site internet, mon blog, vous retrouvez toutes les informations. Je reste à disposition pour en parler
de façon plus détaillée. Donc, du coup, les gens repartent avec quelque chose et vous les incitez à revenir vers vous. Donc, il y a toujours ce lien qui est établi. On ne lâche jamais, en fait, nos futurs ou potentiels clients. Et ce qui va faire aussi que ça va fonctionner, c'est que dans ce que vous dites, vous êtes totalement cohérent. Vous êtes totalement cohérent avec votre image, vous êtes cohérent avec ce que vous êtes et avec l'objet de votre vente. En l'occurrence, proposer ici des séances de shiatsu ou des cours de Doin dans mon cas. Ce qui va faire aussi la différence entre vous et les autres personnes, on va appeler ça entre guillemets concurrents, parce que ce n'est pas forcément des concurrents, les autres personnes qui vont proposer la même chose que vous, c'est que votre offre de service, elle est bien argumentée, elle est diversifiée et elle est personnalisée. Vous savez bien comme moi que chaque shiatsu est très personnel et très individualisé. Et d'ailleurs, c'est ça que les gens apprécient. Donc, plus vous allez proposer des choses qui sont personnalisées, plus les gens vont se sentir chéris et c'est ça qui va faire qu'ils vont venir chez vous plus que chez le voisin qui va proposer des choses que tout le monde propose. Et donc, votre argumentaire de vente, de nouveau, il doit être le reflet de votre stratégie de développement. Par exemple, moi, j'explique toujours aux personnes qui viennent en cabinet comment je travaille. Je leur explique que qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, ça leur plaît parce qu'ils ne se sentent pas, forcés. Je leur dis, moi, je prends toujours de vos nouvelles. Donc ça, c'est du SAV. Je prends toujours de vos nouvelles dans les jours qui suivent pour voir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des réactions après la séance, etc., etc. Et là, à ce moment-là, vous me direz, par rapport à la problématique que l'on a vue en cabinet, vous me direz si vous souhaitez revenir. Et on voit ensemble, on échange à chaque séance. L'objectif étant que vous ne veniez plus. Ça, les gens aussi aiment bien quand on leur dit ça, parce que du coup, d'eux-mêmes, en fait, ils reviennent. Mais ça permet de mettre les personnes en confiance, de voir qu'ils ne sont pas lâchés dans la nature, mais que vous ne voulez pas non plus faire du forcing. Et ça, voilà, c'est ce que j'appelle le fait d'encadrer votre argumentaire de vente, d'être aux petits soins pour vos clients. Donc, dernier point, c'est un petit peu déjà une espèce de conclusion dans la façon dont vous allez aborder vos clients pour que ça fonctionne. Il y a deux façons d'approcher, de développer sa communication. C'est d'avoir une approche multicanale. Donc, en fait, c'est une communication qui est toujours ciblée, ça c'est important, mais qui est vers plusieurs canaux. Donc, c'est ce que je mets en place. Donc, j'ai à la fois des supports papier, donc des supports offline, des brochures, des catalogues, des kakémonos, des cartes de visite. J'ai également des supports en ligne, donc mon site web, la newsletter, les réseaux sociaux, et je participe aussi à des événements, des salons spécialisés. Là, c'est la même chose pour le salon que la bouteille à la mer tout à l'heure. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande, c'est de faire des salons ciblés. Pas du salon bien-être tout venant, parce que moi, je l'ai fait, ça ne m'a pas rapporté de monde. Alors, il y a peut-être des contre-exemples, mais c'est beaucoup plus pertinent. En tout cas, sur les salons que je fais maintenant, ils sont beaucoup plus orientés dans on va dire, leur éthique et les personnes qui exposent d'ailleurs. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes, c'est les rencontres professionnelles de réseau. Donc là, c'est entre professionnels. Moi, j'avoue que je n'y participe pas. Je n'ai pas non plus trouvé des réseaux, à part le SPS, mais je veux dire sur ma zone de chalandise, il n'y a pas de réseau professionnel, en tout cas pour le moment, qui pourrait être en cohérence avec ce que je fais. Mais voilà, ça c'est une approche multicanale, c'est ce que je vous recommande, c'est de multiplier les supports de communication et les actions de communication pour un meilleur résultat. Et quand vous vous adressez directement à vos clients, c'est intéressant de leur proposer une approche omnicanale. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une expérience client qui est globale. Quand la personne, elle vient sur le salon, sur le stand, d'abord, elle voit mon ILV. Ensuite, je parle avec elle, je lui donne ma carte de visite et ensuite, je l'incite à utiliser le site Internet ou le téléphone pour être en contact avec moi. Donc là, la personne, elle est dans une expérience globale et c'est ça aussi qui va faire que vous allez avoir de plus en plus de clients dans cette façon de les approcher.
Il y a d'autres outils pour capter des clients. Donc, il y a les annuaires en ligne. Là, ça peut aller très vite. Donc, en fait, n'importe qui peut s'inscrire sur votre site quand il ne vous connaît pas. Mais j'ai envie de dire, moi personnellement, je n'utilise pas les annuaires en ligne parce que j'ai besoin de savoir avec qui je vais travailler. Donc, quand les gens viennent en cabinet, je les ai déjà eus au téléphone ou par mail, on a déjà échangé, ce qui fait que là, c'est pareil, j'ai un bon ciblage. Les personnes qui viennent en cabinet, dans 90% des cas, vous allez le voir après, reviennent parce qu'il y a cette expérience globale dans l'approche client. Il y a aussi les partenariats, ça peut effectivement vous ramener du monde. Moi, je fonctionne aussi avec des partenaires, donc d'autres professionnels. Par exemple, je travaille avec une posturologue, une sage-femme, puisque j'ai été formée aussi sur toute la partie shiatsu maternité, sage-femme et psychologue. Et c'est vrai qu'on s'envoie mutuellement des personnes et ça permet de gonfler la clientèle. La fidélisation, pourquoi c'est important? Parce qu'un client satisfait, comme je vous disais tout à l'heure, il peut revenir. Ça, c'est important. Et il peut parler de vous. Et sachant que notre objectif, c'est quand même de durer dans le temps. Donc, c'est important de vraiment avoir ce suivi de nos clients. Je vous donne ici ma stat à moi. Donc, vous voyez la proportion, c'est quelque chose qui se tient dans le temps depuis 4 ans. J'ai autant d'apports de clientèle qui viennent du bouche à oreille que des supports de communication numérique. Là où c'est intéressant, c'est que tous mes contacts en B2B, donc tous les professionnels avec qui je travaille, donc les associations de QVT notamment, qui sont autour de la QVT, viennent exclusivement d'Internet. Je n'ai pas fait de démarchage, c'est eux qui m'ont trouvé justement sur Internet parce que j'étais bien référencée. Donc, ils viennent vers moi pour faire des sessions de shiatsu, de doin en entreprise. Donc, la stratégie client, il y a 2 façons de voir vos clients. Ou vous faites ce que j'appelle moi la quantité en one shot. Donc, one shot, vous ne les voyez qu'une fois. Ou vous envoyez moins, donc qualité, mais en quantité restreinte. D'accord? Alors, ou vous faites un mix des 2. Donc, c'est ce que je fais. Mais personnellement, je préfère voir moins de monde, mais plus dans la durée, dans le temps, que d'en voir beaucoup, mais qu'une fois. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans mon cas de figure, j'ai 90% de mes clients que je vois 3 fois minimum. Et j'ai seulement 10% de mes clients que je vois qu'une fois. Donc, quand vous faites cette stratégie de quantité en one shot, c'est important que vous soyez visible sur Internet. D'accord? Encore une fois, si vous êtes juste présent, vous n'allez pas être repéré. Quelqu'un qui veut une séance de shiatsu comme ça, il faut qu'il puisse vous repérer sur Internet. Il faut également que vous ayez pu développer votre légitimité parce que les gens sont très friands des avis Google. Maintenant, vous allez un peu n'importe où, on regarde les avis clients que vous avez. Et ça va faire que les gens vont aller chez vous plutôt que chez le voisin. Donc là encore, l'outil web est super important quand on veut travailler seulement sur des choses ponctuelles. Je dis le site web, mais aussi les annuaires en ligne, ça en fait partie. Par contre, quand vous travaillez avec plutôt en qualité et en quantité restreinte, il y a déjà les 2 arguments du dessus, c'est-à-dire d'être visible et d'être légitime, mais la stratégie de fidélisation, donc de service après-vente, n'est pas du tout la même, puisque là, on va faire quelque chose sur le long terme, donc on va être plus dans le développement de la confiance pour que la personne revienne, donc de l'écoute, de la connaissance de son parcours et de ce qu'elle est, et de personnaliser le suivi. Ça, ce que les gens apprécient, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai dans les avis clients, ils apprécient le professionnalisme dans lequel on travaille. Quand on est dans cette façon de travailler, ils apprécient la posture dans laquelle on est, la posture professionnelle, notre expertise, notre transparence. Moi, j'explique toujours à mes clients la façon dont je travaille et ça, ils apprécient beaucoup. Je les implique aussi dans la démarche d'achat puisque après, je leur demande comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont été contents. J'avais fait pour les cours de doin une enquête de satisfaction, donc ça permet aussi d'améliorer le service. Donc, n'hésitez pas à impliquer vos clients, ils aiment beaucoup ça dans la démarche d'achat. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de les suivre, de ne pas les lâcher après les séances, ça, ils apprécient beaucoup parce qu'ils se sentent effectivement pris en charge du début à la fin et encore plus dans le temps. Et dernier point,
c'est ce que je disais à l'instant, les avis clients ont toute leur importance. Donc, je vous invite à avoir une page Google Business de manière à ce que les gens laissent des avis. Et ça aussi, ça va augmenter votre référencement. Et puis, ça va permettre que les gens voient comment vous êtes noté, entre guillemets, et vont avoir plus envie de venir chez vous que chez le voisin. Voilà, donc pour conclure, c'est primordial avant toute chose d'avoir une stratégie en tête de développement. Ensuite, c'est de soigner votre communication, c'est de tester ce qui fonctionne, ajuster pour être toujours au plus près des besoins de vos clients. Et du coup, une fois qu'on les a, c'est de les chérir, hein, c'est ce qu'on disait, c'est de vraiment leur proposer une expérience globale et de ne pas les lâcher dans la nature. C'est important de garder en tête aussi construire une relation client, ça prend beaucoup de temps. Par contre, la déconstruire, c'est très, très rapide. Donc, attention, vigilance à votre relation client. C'est important de rester à la page, hein, de tester ce qui va, tester ce qui ne va pas, et puis vraiment vous approprier tout ce qui peut être nouveauté dans les moyens de communication ou les actions de communication. Je dirais aussi varier les plaisirs, rester créatif et persévérant. Rome ne s'est pas fait en un jour et votre réputation avec les clients non plus. Mais voilà, vous avez mon exemple, il y en a plein d'autres, mais on peut y arriver. Surtout, ne vous découragez pas. Et là, on est au sein d'une communauté, hein, le SPS, donc c'est important aussi de faire ces échanges d'expériences. Moi, je reste disponible après l'intervention si vous voulez qu'on puisse parler de tout ça un peu plus précisément. Donc voilà, l'entraide, c'est aussi ça, c'est aussi faire du réseautage avec cette communauté du SPS. Et pour ceux que ça intéresse, donc j'ai développé sur la plateforme d'IFSDA une formation qui s'appelle Développer votre activité, qui reprend le volet de l'installation et aussi toute la communication, ce qu'on a vu ici, mais de façon beaucoup plus développée, donc sur la communication et la relation client. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention et voilà, il nous reste 4 minutes si jamais vous avez des questions. Merci. Alors, je vois quelques questions. Bonjour, oui. Bonjour Ludivine. Bonjour. J'ai écrit tout à l'heure. En fait, ma question, c'était plutôt pas comment trouver la formation, mais où trouver cette formation pour pouvoir faire des articles de façon visible. Merci. Alors, il y a plusieurs types de formations. Si tu veux, je te redonnerai le nom d'une personne alors je la connais, pourquoi? Parce qu'elle a fait la même formation que moi. Elle fait ce qu'on appelle de la rédaction web. Donc, l'avantage, c'est qu'elle fait elle procède de la même façon. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites sur son site, sur son blog. Et si vraiment, après, tu veux te former à la rédaction web, bon, après, c'est des formations payantes. Mais effectivement, je te donnerai le nom. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent sur Internet. Je préfère vous recommander ce que je connais et qui est pertinent et qui va beaucoup vous aider sur des petites choses à mettre en place assez rapidement. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. C'est Christina, hein? Ok. Oui. Ok, je vois, peut-on participer à un forum des associations? Oui, alors merci Valérie de la question. Alors, je n'ai pas précisé, mais effectivement, j'ai créé en plus de la micro-entreprise une association pour les cours de Douyin. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai pu participer au forum des associations. Mais en micro-entreprise, non, il n'aurait pas accepté. Une personne demande aussi comment tu gères les annulations de dernière minute. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma collègue de cabinet, j'en ai très, très peu. J'en ai très, très peu et je pense honnêtement que ça vient du travail qui est fait en amont. Ce serait intéressant parce que moi, comme je disais, je n'utilise pas les annuaires en ligne, mais il y a d'autres professionnels de santé qui se plaignent un petit peu de ça. Les gens ne vous connaissent pas, ils n'ont pas échangé avec vous, donc bon, paf, ils peuvent annuler en dernière minute. Moi, j'ai vraiment très, très rarement, ça représente peut-être, allez, 3-4% de mes rendez-vous, quoi. C'est très rare, c'est très rare. Ou quand ils annulent,
C'est des gens que je connais, il y a déjà une relation, donc ils m'appellent, ils me disent écoutez, je ne peux pas venir là, on se reprogramme un rendez-vous, je veux revenir dans une semaine. Donc des annulations pures et dures et de qui je n'entends plus parler, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est sûr que ça tient en partie, évidemment, ça ne fait pas tout, mais à la relation que vous avez établie avant avec les clients. Ils n'auront pas le même rapport à vous dans l'annulation, ça c'est sûr. Merci pour tous vos retours. Voilà, j'ai répondu sur l'histoire du forum associatif. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres questions. J'exerce à Nancy, je crois que je l'ai dit à un moment donné, donc voilà, 100 000 habitants. Et je draine des personnes qui viennent jusque dans les Vosges, donc à un rayon de 100 km à peu près. Voilà. Annulation, j'ai eu plusieurs convenances personnelles. Alors, sur les annulations, convenances personnelles, encore une fois, je n'ai pas trop ça, moi. Alors, il y a une réalité, c'est que j'ai eu beaucoup, alors ce n'est pas des annulations, mais c'est des reports de rendez-vous parce que sur des clients que, vous l'avez vu, sur 90% des clients que je suis, c'est des gens que je suis sur le moyen terme ou le long terme. Donc, c'est des gens qui ont eu le Covid. Là, j'ai eu beaucoup de reports sur octobre-novembre pour Covid. Mais dans la semaine qui a suivi, je les ai rappelés. Et on a recalé pour les semaines d'après ou voire le mois d'après. Donc, ce n'est pas des clients perdus. C'est sûr que sur le chiffre d'affaires mensuel, ça a un impact. Mais après, j'ai envie de dire aussi, à chaque chose, malheur est bon. Si vous perdez des gens pour convenance personnelle qui ne vous rappellent pas, qui ne répondent pas à vos messages de relance, ce n'est pas la peine d'aller trop titiller. C'est que ce n'est pas des gens qui, de toute façon, seraient revenus forcément. J'ai envie de dire, ne perdez pas de temps avec les gens que vous n'intéressez pas. C'est pour ça que le ciblage, et j'insiste vraiment là-dessus, est super important. Moi, ce n'est pas un hasard si j'ai autant de gens qui reviennent. C'est parce qu'avant, ils sont ciblés. Et après, je les bichonne, ils parlent de moi et du coup, d'autres personnes reviennent. Donc, voilà, j'ai envie de dire, ne perdez pas de temps avec ceux que vous n'intéressez pas. Concentrez-vous sur ceux que vous intéressez. Combien de temps Ludivine, Ouais. avant qu'on laisse Michel, parce qu'il va être l'heure, est-ce que tu peux redire un petit mot, parce que je pense que c'est important de l'IFSDA et de la formation que tu proposes, parce Ouais. que ça peut intéresser beaucoup de monde. Je pense que là, il y a en particulier des représentants d'écoles, et donc ça peut intéresser évidemment leurs élèves, à plus forte raison, mais aussi les gens qui sont installés. Donc, redis juste un petit peu la formation que tu animes, que tu proposes là, à l'IFSDA. Parle-en juste quelques secondes, qu'on soit Ouais, bien donc, clair là-dessus. ok, donc la formation de l'IFSDA, qui est sur la plateforme de l'IFSDA, elle comprend 2 gros volets. Donc l'installation, c'est-à-dire quand on s'installe ou qu'on vient de s'installer, parce que c'est valable, on va dire, pour les gens qui sont entre 0 et 3 ans d'installation. Ça vaut pour ces gens-là. Pour cette partie-là, donc il y a 3 volets dedans. Dans cette première partie, il y a le volet juridique, le volet économique et le volet comptable. Ça, c'est pour la partie de l'installation. Dans cette formation, il y a une deuxième partie qui elle-même est divisée en 3 volets. Le premier, c'est comment on définit son image de marque. Ça, j'en ai pas du tout parlé ici, mais aussi ce qui fait une des réussites de mon activité, c'est la cohérence dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que avant de faire tout ça, c'était dans ma stratégie. J'ai d'abord travaillé sur mon image, qui je suis, qu'est-ce que je propose, etc., etc. Donc, il y a une grosse partie sur comment on développe son image de marque et comment on la retraduit dans nos supports de communication, les couleurs qu'on va utiliser, les mots, les formes, etc. Ça ne s'improvise pas. Et plus vous allez passer du temps là-dessus, moins vous en passerez sur capter des clients parce que vous êtes cohérent, les gens vous voient, hop, 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 c'est fluide. Donc, partie sur le développement d'image de marque.
Deuxième partie sur ce qu'on a vu aujourd'hui, pour le coup, les outils de communication et les actions de communication, mais de façon beaucoup plus détaillée. Et la troisième partie sur la relation client. C'est pareil, de façon beaucoup plus détaillée qu'on l'a vu aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.